Bonjour à toutes et à tous, et j'inaugure là les deux dernières vidéos de ce semestre, vous remerciant d'abord pour tous les envois que j'ai reçus, y compris les demandes de précision sur certaines fiches de lecture et autres. Je n'ai pas tout comptabilisé, mais un bon nombre d'entre vous ont donc, je dirais, on pourra toujours critiquer sur le fond, mais rempli leur contrat, ce dont je tiens à vous remercier, et grosso modo, à une semaine près, dans les délais que j'avais imposés. Donc, merci. J'en viens maintenant donc aux vidéos sur la France des années 30, qui mériteraient à elles seules des études beaucoup plus approfondies, des présentations beaucoup plus structurées, beaucoup plus lourdes, mais je vais aller à l'essentiel, et donc je pense qu'en deux vidéos, nous aurons pu faire le tour. Les conclusions que j'ai tirées sur la France des années folles, sans évidemment cette conception des choses, cette présentation des choses, par définition évidemment fort réductrice, m'ont fait déjà initier le cœur de mon propos. À savoir que la France, par beaucoup d'aspects, a connu une forte remise en cause qui a fait éclater le consensus social et politique qui, tant bien que mal, s'était mis en place au lendemain de la Première Guerre mondiale, notamment le retour à la xénophobie et à la vieille thématique l'étranger, voilà l'ennemi, etc. Et j'ai insisté, ce que j'avais déjà signalé à propos de l'affaire Dreyfus, sur les racines, sur la longue durée du caractère franco-français de ce qui sera mis en œuvre à compter de la défaite de 1940 par le gouvernement de Vichy. Et donc, je répète, parce que pédagogie égale répétition, pour moi, en grande partie, la France de Vichy a été une revanche, notamment contre le Front populaire, et a été la dernière tentative, ou l'une des dernières, parce qu'après, il y aura peut-être d'autres qu'il faudra analyser, mais ce sera au cours du second semestre, une des dernières tentatives de tordre le cou à la victoire républicaine si durement acquise entre 1870 et 1905. Donc la cause est entendue. Mais j'avais dit, seconde idée, et je persiste signe, que comparé à d'autres pays, la France avait peut-être moins souffert de certains aspects de la crise parce que elle avait été, notamment financièrement, moins dépendante du retrait des capitaux américains d'Europe massif à compter de 1930 et des politiques absurdes, débiles des gouvernements américains. Mais en termes d'absurdité ou de débilité des politiques des gouvernements américains, je crois que la période que nous avons vécue n'en a pas été exempte. Donc c'est quelque chose avec lequel il faut dealer. Je voudrais donc approfondir dans cette première vidéo sur les années 30 cet enjeu de l'impact de la crise. Point de départ, c'est que la France a été le pays le plus impacté par la Première Guerre mondiale. Les destructions massives, tout le quart nord-est ravagé, 10% de sa population active disparue, avec déjà une structure démographique plus faible que ses
voisins, d'où l'accueil de l'étranger. Et c'est pour ça que j'ai souligné que vous ne pouviez pas faire autrement, même s'il s'agissait souvent de politique patronale symbolisée par la Société Générale d'Immigration, vous ne pouviez pas faire l'économie d'une mise en parallèle entre la question de l'immigration et celle de la nationalité française, d'où mon insistance à souligner l'importance du Code de la nationalité de 1927. Et là, vous comprendrez aisément, pour ceux qui se sont intéressés à cette question, que je me situe bien évidemment en droite ligne dans les travaux de Patrick Weil sur le sujet. Fortement impacté par la Première Guerre mondiale, ça veut dire que la production industrielle française au lendemain de la guerre est de 59% de celle de 1913. Même moins d'ailleurs. 59, je dois exagérer, ça va être autour de 55%. La production agricole française est de 40%, tout à fait importante. Donc, ce sont des destructions matérielles qui affectent des habitations, des usines, des exploitations agricoles, les routes, les voies ferrées, au point qu'une zone de plus de 120 000 hectares prend le fameux nom de zone rouge. Cela concerne 11 départements qui seront classés en zone rouge et qui fait que donc dans le nord et l'est de la France, l'agriculture y sera interdite avant des obusages, des minages, etc. Il y a des villages qui ont été rayés de la carte et qui ne seront jamais reconstruits. Donc, pour réparer tout ça, pour se reconstruire, le mot réparer, je l'ai employé spontanément par rapport à la problématique des réparations. On est donc entré dans d'interminables querelles, résultat des contradictions géostratégiques que je vais essayer de vous mettre en place et qui se résument par un maître mot, la contradiction entre la France qui tient à affaiblir durablement l'Allemagne et ses alliés britanniques ou américains qui veulent préserver une Allemagne à tout prix viable pour en faire un rempart contre le bolchevisme. Ça a été donc le fameux plan Dawes en 1924, conforté et complété par le plan Young, mais qui ne sera en pratique, du fait précisément de la crise boursière et de ses répercussions par le fait que les États-Unis, en rapatriant leurs capitaux massivement investis et qui avaient permis la grande croissance des années 25 à 29, en rapatriant massivement ces capitaux, les Américains vont fort classiquement, au demeurant, exporter leur crise. Et j'avais mis ces données de fond au regard d'autres choses qui étaient évidemment le boom culturel, la vie parisienne, l'art déco, le surréalisme, le jazz, et je m'en excuse, mais je ne pouvais pas tout traiter, je n'avais pas mis dans la balance le poids de l'empire colonial dans la reconstruction française, qui a été quand même un apport indéniable. En France même, avant la crise boursière, le gouvernement de Raymond Poincaré, en 1928, s'était attaché par
une politique monétariste de stabilisation financière et par une dévaluation compétitive, de refaire partir la croissance, de sorte que en 1928, si on reste sur la base 100 de 1913, la production française se situe à l'indice 127 en 1928, c'est-à-dire grosso modo 27% de plus qu'en 1913. C'est pas, compte tenu des progrès techniques, c'est pas un taux de croissance faramineux, et en tout cas, c'est un taux de croissance bien moindre que ceux que connaissent des pays comme l'Allemagne de Gustav Stresemann. Même si le taux de croissance est supérieur à 5% entre 1924 et 5% annuel entre 1924 et 1929. Quasiment pas de chômage, préservé de l'hyperinflation, est-ce qu'on peut parler de réussite de cette politique de reconstruction? Non, parce qu'en grande partie, cela repose sur un mythe, parce que cette croissance est extrêmement artificielle, qu'elle est dépendante des perfusions financières et notamment des taux d'intérêt à long terme sur la dette, et que financièrement, elle s'inscrit également dans le fait que le franc, même si le franc or a été rétabli, le système monétaire fondé après les accords de Gênes en 1922, qui fonctionne sur le principe du Gold Exchange Standard, font que c'est la livre sterling et le dollar qui jouent les rôles principaux. Donc, je nuancerai très sérieusement la solidité de la reprise française entre 1924 et 1929, et je dirais même que cette reprise française, et ce sera un des autres éléments structurants de la crise que va connaître la France, sont aussi le fait d'un affaiblissement dans la croyance que le système démocratique peut fonctionner. Je m'explique. 1924, c'est un cartel des gauches qui arrive au pouvoir, c'est-à-dire le parti radical, pivot du système politique, associé électoralement aux socialistes qui soutiennent le gouvernement parce que il y a des mesures très importantes. Vous aurez des mesures en termes d'assurance sociale, vous aurez des mesures en droit de syndicalisation dans la fonction publique, vous aurez des tas d'avancées de ce gouvernement de cartel des gauches, mais les socialistes, en tout état de cause, parce qu'ils ont été, il faut bien le comprendre, une fois pour toutes, traumatisés par ce qu'avait signifié la participation au gouvernement d'Union sacrée entre 1914 et 1917, et qu'il avait payé fort cher lors de la scission dont on va fêter le centenaire, le congrès de Tours du 25 au 30 décembre 1920. Peut-être que j'en dirai un mot dans une vidéo complémentaire, mais je dirais pour le fun, pas pour vous embêter. Alors que là, je suis dans ce que j'estime être le cadre légitime et normal du programme que j'ai à traiter. Les socialistes soutiennent sans participer. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'en 1926, sans qu'il y ait de consultation électorale, le contrat démocratique passé avec les électeurs est rompu
parce que les radicaux vont s'allier avec la droite et Raymond Poincaré. Et vous aurez de façon récurrente la même chose, c'est-à-dire des coalitions électorales qui se présentent sous cette appellation de cartel des gauches, mais qui, en cours de mandat, du fait de la volte-face du Parti radical, vont pouvoir s'allier avec la droite. C'est la fameuse définition du Parti radical, parti de défense républicain, indéniable, le plus ancien parti politique français, si bien étudié par Serge Bernstein, mais un parti où finalement c'est le cœur à gauche, comme la vidéo inverse l'image, je fais exprès de la mettre du côté droit pour que pour vous ça apparaisse à gauche, et le portefeuille à droite. C'est une définition un peu plus croustillante. Les radicaux, c'est comme les radis, rose à l'extérieur, blanc à l'intérieur, et toujours près de la motte de beurre. Vous comprenez bien ce que cela veut dire là-dessus. C'est extrêmement important à comprendre parce que cela, qu'on le veuille ou pas, entraîne déjà un sentiment de méfiance chronique, lequel va s'accentuer jusqu'à connaître des crises paroxysmiques entre 1931 et 1934. À quoi ça sert de voter démocratiquement pour des élections si la coalition que l'on choisit changera systématiquement d'orientation en cours de mandat? Et donc, dès la pratique de 1926, vous avez en germe l'élément déstructurant de la démocratie française et qui va accentuer la crise contre le régime parlementaire. La France, bien évidemment, est d'abord un petit peu à l'écart de la tempête entraînée par le krach boursier de 1929, pour les raisons structurelles que je vous ai exposées. Mais ce n'est qu'un faux semblant. D'abord, parce que dès lors que monétairement, depuis les accords de Gênes de 1922, le franc ne jouait plus qu'un rôle totalement secondaire comparé à la livre sterling et au dollar, la France va être touchée de plein fouet par la dévaluation de la livre sterling et le fait que celle-ci ne soit plus alignée sur l'or en septembre 1931. Il faut bien comprendre, je vais m'arrêter un peu sur cette dévaluation de la livre sterling, parce que même si c'est un peu technique, c'est le point central. Enfin, c'est le point central. C'est l'élément qui va accélérer un certain nombre de choses. Il faut bien comprendre qu'à la fin de l'été 1931, tous les indicateurs montraient une forme de stabilisation. Les prix de détail ne baissaient plus aux États-Unis. Les cours des matières premières avaient cessé leur chute libre. Voilà. On aurait pu penser que, sauf qu'avec la dévaluation britannique, il y a trois éléments fondamentaux, et je me fonde sur les analyses d'un
économiste de réputation incontestable, très ancien déjà, Alfred Sauvy, enfin, dont les travaux sur la période sont monumentaux, et qui ne sont pas, je tiens à le préciser parce que vous allez encore m'accuser de je ne sais quel parti pris, hein, qui n'est pas un gauchiste échevelé. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui se situe beaucoup plus dans une forme d'oxa économique, d'orthodoxie économique, qui moi, me fait un petit peu bondir. Parce que si vous me permettez une parenthèse, je commence à en avoir ras-le-bol des discours sur la dette, sachant que tout le système financier dans lequel nous sommes, est en plein désordre, au moins depuis 1976, n'est-ce pas, les accords de la Jamaïque, mais ça, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui devant vous, fait qu'il est clair que le discours sur la dette, c'est du foutage de gueule. Parce qu'aucun État ne remboursera sa dette. Aucun État ne remboursera sa dette souveraine, parce que précisément le système financier ne peut fonctionner que sur l'intérêt de la dette. De sorte que c'est seulement l'intérêt de la dette qui doit être remboursé. Le reste, ceux qui vous disent le contraire, sont des menteurs. Et qui mentent à dessein pour justifier des politiques d'étouffement. Et bien évidemment, si mon propos, on pourrait rapprocher ça de toutes les problématiques liées à la Banque centrale européenne. Et ça, j'aurai l'occasion d'y revenir, notamment dans un cours pour les deuxièmes années au second semestre, sur les fondements historiques de la construction européenne. Et comme je mettrai cela en ligne, bien évidemment, vous pourrez, vous, en master, y avoir aussi accès. Fin de ma parenthèse. Qu'est-ce qui se passe avec la dévaluation de la livre en 1931? D'abord, tout à fait négligeable. Répudiation des dettes interalliées et de la question des réparations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France n'aura quasiment rien obtenu de la question des réparations. Et que dans un faux semblant de compensation, digne de M. Brace lors de France-Angleterre, arbitre irlandais, dans une apparente neutralité, n'est-ce pas? On renonce aux dettes interalliées, on renonce aux réparations. Excusez-moi, le pigeon dans l'histoire, c'est la France. Puisque précisément, parce que politiquement, elle n'avait pas réussi, n'est-ce pas, à imposer son projet de démantèlement de l'Allemagne lors de la paix de Versailles, elle avait accepté, avec tous les amendements possibles successifs du plan Dawes et du plan Young, en les étalant dans le temps, de compenser le maintien d'une Allemagne géostratégiquement viable par cette question des réparations. Et là, hop, unilatéralement, nos amis britanniques, avec tous les guillemets qui s'imposent, nos amis britanniques, au nom de la poursuite de leurs seuls intérêts, voilà, nos amis britanniques disent que la question des réparations, terminée. Deuxièmement, ça accroît la crise. Ça accroît la crise. Et Alfred Sauvy en tire, alors là-dessus, bon, je nuancerai son propos peut-être, mais que c'est l'une des causes directes de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, côté français, après tout, c'est ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui,
côté français, ça place les dirigeants français et l'opinion tout à fait en porte-à-faux parce qu'ils ne comprennent pas le discours que je viens de vous expliquer. Je vous cite la conclusion de l'analyse d'Alfred Sauvy. Avec la répudiation des dettes interalliées et des réparations. Parce qu'elle enfonce l'économie mondiale dans une crise sans précédent d'où sortira la Seconde Guerre. Elle place en porte-à-faux la France, qui est loin de comprendre la marche des événements, car tout se passe comme si la livre était restée la même et que les autres monnaies aient entrepris la folle gageure de se revaloriser d'un quart ou d'un tiers. Ça veut dire quoi en termes clairs? Dire comme ça, d'un coup de baguette magique, ops, les produits français sont plus chers de 25 ou de 33%. Or, cette mesure, cette dévaluation prend place dans un système où le Royaume-Uni demeure le pivot de l'économie mondiale, où la place financière de Londres gouverne toute la finance internationale et tout le commerce international, libellé en livres sterling. Et donc, immédiatement, en France, 1931 est le grand tournant. Dans une conjoncture où la production industrielle va baisser, où les prix de gros vont chuter, où la bourse va s'effondrer, et les conséquences sont claires. Chômage, 190 000 demandeurs d'emploi. Je crois, alors j'avais trouvé cette statistique, mais je n'avais jamais trouvé la source. Je crois qu'officiellement en 1928, il y avait, ou en 1929, on avait comptabilisé que 1000 chômeurs en France. Je cause français. Vous entendez ce que je vous dis? Donc pas de chômage. Alors, je prends avec toutes les précautions parce que je n'ai pas retrouvé cette notation, mais 1000 chômeurs en France, bon, vous comprenez bien ce que cela veut dire. Non, là, 1931, on est à près de 200 000 chômeurs et pour financer les dépenses que cela entraîne, le gouvernement, c'est la loi de finances, même pas de finances, c'est la loi du 28 décembre 1931, le gouvernement engage pour 3 476 millions de dépenses nouvelles financées par la même somme en obligations du Trésor. Voilà. Le seul facteur positif, c'est que le niveau de vie n'a pas été atteint. Parce que les prix, le coût de la vie a baissé de 10%, et que, au moins à court terme, l'or se réfugie en France, puisqu'il quitte la place londonienne pour des raisons évidentes, et même s'il y a une baisse de la production industrielle, il faut quand même bien comprendre que la France est moins touchée que ses voisins. Si vous comparez les productions industrielles fin 1931 comparées à 1929, donc base 100 1929, la production industrielle en Allemagne en 1929, c'est
58% de la production de 1929-1931. Donc, aux États-Unis, c'est 63% de la production de 1929. En Belgique, c'est 67%. Dans l'Italie mussolinienne, c'est 73%. En France, on est quand même à l'indice 1931 comparé à la base son 1929 à 77%. En revanche, grâce à cette dévaluation, l'Angleterre repart du bon pied, c'est-à-dire une croissance de la production de 10%, une baisse du chômage, mais il faut dire qu'il y avait un fort volant de chômeurs en Royaume-Uni. Voilà, donc vous comprenez bien ce que cette affaire-là signifie. Cela signifie clairement que à compter de 1932, la question centrale va devenir de celle de la lutte contre cette crise économique, et que cette crise économique va se doubler en France, seconde caractéristique que je commençais à évoquer tout à l'heure, par une question d'instabilité politique. Moi, je tiens pour symbolique la chute du gouvernement de Pierre Laval, alors retenez bien le nom de Pierre Laval, le 6 février 1932. Et c'est la première, le premier signe d'une accélération de l'instabilité gouvernementale qui fait que la période de difficultés économiques et sociales va se doubler d'une crise politique majeure. Donc en 1932, nouvelles élections, nouveau cartel des gauches, même beaucoup plus fort électoralement qu'en 1940. La production industrielle augmente mécaniquement. On arrive à 91 alors qu'on était en juin 1933, l'indice 91, base 1929 toujours, alors que je vous ai dit qu'à la fin de l'année 1931, on était à 77%. La production d'acier augmente et il y a une légère baisse du chômage. Sauf que certains secteurs, et notamment les secteurs industriels, sont très fortement impactés. Fin 1932, environ 15% de l'emploi industriel est concerné par le chômage. Alors évidemment, c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Au même moment, aux États-Unis, c'est 36%. 36%, c'est plus que 15%, vous me le concéderez. En Allemagne, c'est 44%. D'ailleurs, grosso modo, 44%, c'est un petit peu la base électorale que démocratiquement, le corps électoral allemand, dans la multitude d'élections du secoue la République de Weimar en 1932, c'est la base de départ des nazis. Donc, nous sommes là dans une situation tout à fait importante. D'augmentation de la production précaire, d'un fort volant de chômage. Bon, c'est déjà pas très joyeux. Patatras, qu'est-ce qu'il arrive? 19 avril 1933, dévaluation du dollar, qui se détache à son tour de l'or. Alors, c'est évidemment un effet bénéfique énorme pour les États-Unis, dont la production
a passé en quelques mois, entre mars et juillet 1933, de l'indice 54, toujours comparé à 1929, à l'indice 91, joint également aussi aux mesures de New Deal, aux politiques keynésiennes qui commencent à être mises en place, les grands travaux d'État, la Tennessee Valley Authority, que sais-je encore. Et puis le fait que l'économie américaine avait été tellement, la population, la société américaine, pardon, avait été tellement impactée que, en partant de très bas, c'est plus facile aussi de se relever. Mais pour la France, ça signifie qu'un coup de baguette magique, ces produits sont environ un quart à un tiers plus élevés que ceux de ses concurrents et que cela entraîne un retournement de conjoncture générale avec des déficits publics et avec une atmosphère délétère de multiplication de scandales financiers, que sais-je encore. Pour en terminer sur cette première partie de ces vidéos sur ces questions-là, et même si l'essentiel sera la crise politique, symbolisée par les émeutes du 6 février 1934, sur lesquelles je reviendrai la prochaine fois, les gouvernements vont avoir pour ligne de conduite une politique déflationniste initiée par Gaston Doumergue, continuée par Flandin, puis accentuée par Pierre Laval, qui s'appelle la déflation. On parle toujours des décrets de Pierre Laval, les 29 décrets-lois du 16 juillet 1935, qui baissent publiquement pour réduire les dépenses publiques de moins de 10%, qui baissent le coût de la dette, les salaires des fonctionnaires, les diverses subventions, tout en augmentant massivement les impôts, qu'on attribue à Pierre Laval. Excusez-moi, dès les décrets de Gaston Doumergue des 4 avril et 14 avril 1934. Alors il est vrai qu'on est dans la foulée des émeutes du 6 février, j'en parlerai, et le fait de diviser artificiellement mon propos entre crise financière, économique et sociale et crise politique, mais c'est une nécessité rhétorique. Bien évidemment, tout est lié. C'est bien le 4 avril et 14 avril 1934 que sont pris les premiers décrets déflationnistes qui prévoient une réduction des effectifs de fonctionnaires, la baisse des salaires nets, la diminution des pensions des anciens combattants. D'ailleurs, à ce propos, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, vous n'êtes pas frappé par quelque chose? Les grandes nouveautés dont on nous parle aujourd'hui, n'est-ce pas? Trop de fonctionnaires! Décidément, j'aimerais bien savoir quand est-ce que la droite, quelle que soit sa façon de se présenter, a pu avoir une seule idée neuve en termes de pensée économique. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, je reprendrai tout cela et comme je suis allé moins loin que ce que je pensais, au lieu de 2 vidéos, celle-là comprise, vous en aurez 3 sur la France des années 30,
Ce n'est pas uniquement pour vous enquiquiner. Bonne journée.